Bonjour à toi Brunilda. Je sais, ça sonne comme le prénom classique du véritable gamer. J'optimise de mieux en mieux mes accroches, je le sens. On fait une chose comme on fait chaque chose. Et ça c'est d'autant plus vrai quand personne ne nous regarde. Non? Ce sera une petite idée, un petit aphorisme qui soutiendra l'état d'esprit général derrière cette vidéo. Commençons là tout de suite. Personnellement, j'aime bien les jeux vidéo et si t'es là, il y a des chances que toi aussi. J'ai adoré Zelda Breath of the Wild et Ocarina of Time avant lui. Tales of Symphonia aussi à l'époque. Oui, là tu l'as compris, je suis plutôt vieux. Ou encore, rien à voir d'ailleurs, Perfect Dark, j'avais adoré ce jeu aussi. Avec cet échantillon, les connaisseurs ont déjà une petite idée d'à qui ils ont affaire. Aussi, je joue à Pokémon, un exemple que je vais largement employer dans cette vidéo car il est assez explicite pour illustrer de nombreux points. À ce sujet, d'ailleurs, je prie régulièrement Vishnu que les prochains jeux soient vraiment bons. Mais là-dessus, force est de constater que ceux qui prient Satan doivent le faire mieux que moi. Je joue même encore à Yu-Gi-Oh! À l'occasion. Et récemment, j'ai compris un truc intéressant, plutôt même très intéressant. Et même pour ceux qui ne jouent pas d'ailleurs, quelque chose de valable quel que soit l'art qui te fait vibrer en somme. Quelque chose de magique pour celui ou celle qui sent qu'il doit se mettre davantage en action dans sa vie et qui n'y arrive pas autant qu'il le souhaiterait. À une époque où on va, je pense, de plus en plus faire la distinction entre des actifs, qu'on qualifiera d'utiles, et les autres, qu'il faudra bien occuper, c'est une question qui va vite devenir importante. Bah du coup, on dit que je te partage ça ici. Sois bienvenu sur Dualité. Comme classiquement, et avant quoi que ce soit, si tu as n'importe quoi de mieux à faire, là maintenant, que de regarder une vidéo sur YouTube, bah, pars et fais-le. Comme toujours, je crois que c'est le meilleur conseil que tu trouveras sur la plateforme. Tu reviendras me trouver après, avec le bien-être associé au sentiment d'accomplissement d'avoir fait ce qu'il fallait. Je t'assure que ça, c'est une bonne idée. C'est bon? T'es bien? Alors on décolle. J'ai l'impression qu'il y a quelques sensations communes à de nombreux joueurs. Je dirais avoir été marqué par son premier JRPG, avoir déliré avec des potes sur un FPS ou un party game, avoir été aspiré par le monde d'un de nos premiers open world, s'être pris la tête pendant des heures pour trouver une alchimie parfaite dans une team, que ce soit en MMO, dans Pokémon ou même pour un deck ou autre. Et aussi, mais c'est plus récent, notamment avec les free-to-play actuels, faire compulsivement des tâches sans grand intérêt, mais abordables, voire carrément simplistes, en visant une récompense aléatoire. Deux questions se posent alors aux personnes qui me ressemblent. Pourquoi sommes-nous attirés par cette pratique-là à ce point? Et que vais-je choisir comme version dans la prochaine génération de Pokémon? Plutôt Pokémon cravate ou Pokémon nœud papillon? Un vaste sujet. Non, plus sérieusement, qu'est-ce que la pratique du jeu vidéo dit-elle de vous? Et est-ce qu'on peut utiliser cette information-là pour nous aider à étayer notre chemin de vie? Les gens qui n'y jouent pas pensent souvent que la pratique des jeux vidéo est une perte de temps. Bien, en fait, ils ont raison. Je sais que c'est pas ce que tu pensais entendre ici, mais reste un peu quand même, je t'assure, il y a une subtilité vraiment intéressante à venir avec ce truc péremptoire là. Qui sait, t'en ressortira peut-être même inspiré, tant que le coup. La vérité, c'est que réussir dans la vie, c'est difficile, et que certains risques associés sont sans retour, sont définitifs. Alors que réussir dans un jeu vidéo, c'est souvent juste assez simple pour être accessible. Oui, je sais, fan de Dark Souls, il y a des exceptions, comme Sekiro. Mais c'est surtout très peu risqué et c'est presque sans conséquence. Oui, on vient de redécouvrir que le jeu vidéo, c'est un jeu en fait. Et donc c'est aussi formateur et inspirant que ce doit être une passerelle vers autre chose. On y reviendra bientôt, mais sans rentrer dans le fameux débat de le jeu vidéo est-il un art, en empruntant à de très nombreux arts divers, tout en nous impliquant dans les actions avec un véritable feedback, le jeu vidéo mélange allègrement des ressentis, je dirais généralement associés au rêve, et une bonne dose de catharsis. Ils sont un miroir ouvert sur notre âme, sur l'intimité de notre structure cérébrale. Comme l'art, ce qu'on pourrait peut-être appeler des expériences artificielles qui se suffisent à elles-mêmes, qui ne servent pas de but identifié hors d'elles au départ, ils sont selon moi une sténographie de notre glaise neuronale. Ce sont ces deux aspects-là du jeu vidéo que j'aimerais vous faire toucher du doigt ici, même si je n'ai pas la prétention d'être un expert du domaine. Leur aspect miroir individuel et ce dépassement d'eux qu'ils doivent finir par inspirer. Commençons avec ce qui t'intéressera certainement le plus. Tes jeux vidéo préférés sont un miroir qui s'offre à toi pour que tu y contemples tes véritables désirs. Miroir, mon beau miroir, dis-moi ce que mon cœur désire. L'imagerie médicale nous l'a confirmé depuis un bon moment maintenant. Se projeter mentalement quelque chose active des réseaux similaires à ce qu'active l'expérience réelle. Pour le dire plus clairement, anticiper ou revisiter, c'est très similaire à expérimenter vraiment. Bien, cette qualité humaine le rend friand de récits, de tests indolores ou presque, de projections, pour que lorsque le risque réel devra être pris, il le soit dans le bon sens, avec une réussite la plus probable possible.
Avec son feedback unique et sa diversité de récits et de contextes, le jeu vidéo est un candidat majeur pour stimuler l'être humain et donc pour capter son attention pour longtemps. Et ça, si tu joues un peu, tu en sais quelque chose. Prenons quelques exemples qui illustrent selon moi le type de lien qui existe entre ces mondes simulés et le monde réel. Un JRPG fait souvent commencer un héros simple, type paysan, avec un talent caché, au bas de l'échelle du monde dans lequel il va évoluer. Et il termine petit à petit, alors que le joueur maîtrise de son côté de mieux en mieux les règles qui régissent ce monde, par devenir un pilier de l'univers, allant le plus souvent jusqu'à défier les dieux eux-mêmes et même à les vaincre. Le mélange de grandeur, acquise en maîtrisant le monde auprès de ceux qui nous deviennent chers, de nos compagnons de route, n'est-il pas un écho à une ambition universelle ? Celle de nous hisser avec nos proches sur le toit du monde. Mais RPG, c'est aussi un simulateur de gestion, trouver les associations qui permettent de relever le plus de défis, les adapter de façon optimale aux diverses situations qu'on rencontre, finir par trouver la solution qui semblera casser les règles pour nous assurer la victoire et la sensation du triomphe de notre intelligence. Ça aussi, c'est une sensation qui grise certains joueurs. Personnellement, et pour prendre l'exemple d'une des licences les plus connues, qui parlera probablement à davantage de monde, cet équilibre entre les Pokémon que j'apprécie esthétiquement, la compétitivité et l'adaptabilité aux situations les plus diverses, c'est le sel qui me fait aimer cette série. Pour d'autres, ce sera, je ne sais pas, le Shiny Hunting, cette chance minuscule de découvrir un Pokémon dit chromatique, c'est-à-dire d'une couleur anormale, une chose singulière. Cet écho au sentiment d'attachement qu'a une chose de valeur que l'effort a permis d'obtenir. Donnez-le-leur directement et il ne vaudra rien du tout. Une petite leçon de vie quant à la valeur de l'effort quand on y pense. De toute façon, ce n'est clairement pas la difficulté de ces jeux, leur technique ou encore leur scénario qui nous font renouveler l'aventure si souvent. Un joueur Pokémon aguerri n'est pas toujours nostalgique, comme on aime à le dire, mais il se fait l'écho d'un sentiment humain universel et intéressant. Il aime reconnaître les patterns qu'il a appris dans un contexte nouveau, ici un jeu nouveau, et refondre ce qu'il sait déjà pour en sortir avec une aventure jamais complètement nouvelle, jamais complètement pareille. Et vérifier que ces savoirs fonctionnent tout en étant surpris. Cet équilibre entre le triomphe du savoir et l'excitation de la curiosité. C'est ça, la leçon majeure de cette licence. Même si certains diront que c'est juste toujours le même jeu depuis Pokémon Rouge. Les viles créatures du mal. En tout cas, force est de constater que cette optimisation des équipes est variable selon les personnes. Il y a celles qui jouent purement méta, voire Uber pour s'assurer la victoire, et celles qui adaptent un peu du sous-optimal, qu'ils aiment, pour le voir briller. Cela peut peut-être faire écho à d'autres tendances dans la vie réelle, vous ne croyez pas ? D'ailleurs, cette itération des patterns de ces savoirs dont je parlais plus tôt, elle me fait penser aux jeux de plateforme. Apprendre une physique jusque dans sa chair, des patterns associés à des réflexes, et explorer leurs multiples variations à mesure que le jeu se dévoile dans sa complexité. Finalement, Sonic, Mario ou même Banjo-Kazooie, c'est presque apprendre à jouer d'un style de musique. C'est presque un édifice conceptuel de porte logique et de rythme. C'est là le reflet de notre amour des patterns qui collent au rythme du monde. Comme j'en parlais dans certaines de mes vidéos précédentes, je vous les mets en fiche ici si ça vous intéresse. Mais vous irez voir ça après avoir terminé celle-là, mis un pouce en l'air et un commentaire bien sûr. Je déconne, tu fais bien sûr ce que tu veux, de toute façon je peux pas te forcer d'ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un FPS, style Counter-Strike ou Code. Là c'est plus un mélange de réflexes, d'apprentissage, des situations avec toujours plus de précision. D'essais-erreurs sur les stratégies employées, bref, c'est peut-être plus un affûtage compétitif au prix de l'adrénaline. Comme peut l'être un jeu de combat d'ailleurs, à ceci près que le jeu de combat lui est davantage lié au duel qu'un FPS qui lui a plus trait au teamfight. Les qualités que vous trouverez ici sont celles qui supportent la compétition en général, même hors jeu vidéo. L'innovation, le goût pour un risque mesuré, parfois un peu impulsif, l'adrénaline de la confrontation où tout peut basculer très vite, l'industriosité, cette répétition des mêmes gestes, encore et encore, jusqu'à en faire des automatismes. L'analyse, en pré- et post-game, pour déterminer ce qui fonctionne ou non et pourquoi. C'est une prépa de concours en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Certains puzzle games ou d'autres jeux où il faut repérer certains objets en un temps limité font davantage appel à la construction de notre intuition à force d'usage et nous récompensent à mesure qu'on intègre les rouages en faisant une habitude réflexe. C'est de l'industriosité appliquée à un champ qui nous plaît. Certains types d'énigmes, le repérage de détails visuels, une fenêtre sur le type d'application de nos centres d'intérêt instinctifs. D'autres jeux enfin, comme les jeux de gestion, voient eux des joueurs optimisateurs versés dans le chiffre et la victoire à tout prix. Là où d'autres essaieront de construire les structures les plus esthétiques, qui soient juste fonctionnelles pour atteindre l'objectif du niveau ou l'objectif qu'ils se sont fixés. Deux visions du monde existent ici, à n'en pas douter. C'est laquelle, la vôtre ? Bon, on pourrait multiplier les exemples à l'envi, mais je pense que l'idée est déjà assez claire comme ça. Si les lootbox, l'ouverture des pattes de cartes et j'en passe et des meilleurs, se font l'écho palpable de notre addiction au hasard,
avec une approche probabiliste, un exercice de patience ou le simple plaisir de la surprise, votre comportement vis-à-vis de la chose, votre réussite plus ou moins effective, votre intérêt pour un genre, peut constituer un indice pertinent des dynamiques dans lesquelles vous aimez baigner, un reflet de ce qui vous êtes. Identifiez-les pour en faire autre chose. Petit aparté, je laisse les joueurs de LoL faire leur propre psychothérapie, moi j'en ai pas le courage. Mais si tout ceci est vrai, si les jeux vidéo sont un miroir de l'âme de ceux qui y jouent, ils sont aussi un jeu. Et même si à l'heure de Twitch il semble tenable d'exercer dans ce domaine et d'en vivre, du fait du spectacle qu'on propose, et ne vous y tromperez pas, hein, vous aurez ou non du succès, principalement selon le niveau et le type de spectacle que vous proposerez. Il semble que, le plus souvent, il soit bienvenu de dépasser le stade du jeu et de transposer cette expérience du numérique hors de lui, au moins hors du cadre sécurisant du jeu. C'est la seconde partie de cette vidéo. Il est certain que nombre de vos centres d'intérêt dans la vie ont partie liée avec quelque chose de matériel. Cherchez en quoi? S'il faut, cherchez longtemps. Et si vous voyez rien, forcez une diète numérique jusqu'à ce que quelque chose comme ça émerge dans votre vie. À partir de là, il va falloir investir ses qualités et ses envies, celles dont vous savez qu'elles font vraiment partie de vous grâce à ces expériences vidéoludiques, ou d'autres expériences esthétiques que vous avez choisies vous-même, sans contrainte, dans le développement de ces hors-jeux. Comme d'autres éléments, considérez-eux avec certitude du domaine des arts, on peut s'y perdre en contemplation, ou au contraire y voir son reflet avant de retourner, sûr de nous, chercher un équivalent de ce qu'on y a vu et qu'on a aimé y percevoir. Le chercher dans le réel, voire chercher à lui donner corps. Se lier à une œuvre d'art, à un pan de l'art, c'est un voyage. Un voyage d'où tu dois ramener quelque chose. Une occasion de faire travailler ensemble, chez toi, pour toi, des émotions et des concepts qui n'auraient jamais pu se rencontrer. Mais ce ne doit pas être un exode hors du monde, ou pire encore, un narcissisme. Si l'art est un miroir, il ne doit pas devenir un miroir déformant où tu te vois meilleur que tu n'es, où tu contemples une image, ressentir ce que tu voudrais ressentir toi, comme à travers un filtre Snapchat ou TikTok. C'est un nouveau débat d'ailleurs, TikTok, un art moderne? Bon, cet art doit être le déclencheur de quelque chose qui se traduise en acte chez toi, pour toi. L'art doit te remplir, pour que tu n'aies plus d'autre choix que de vider ce contenu dans le monde réel. Idéalement, avec une certaine cohérence, et une coloration issue de qui tu es. Un adjuvant, toi. Pour le dire clairement, l'art doit t'inspirer, pas t'aspirer. Et compte tenu des formes qu'il revêt aujourd'hui à travers les jeux vidéo, les réseaux sociaux, ou encore la lecture ou l'écoute de musique en continu, le tout étant calibré pour trouver le plus souvent chez nous cet équilibre irrésistible entre le connu et l'inconnu, c'est de plus en plus difficile. Le meilleur moyen de t'en assurer, c'est de garder en tête qu'il faut finir par en faire quelque chose, et ensuite faire. Alors si ça fait longtemps que tu n'as pas accouché de quelque chose, dédicace à ma sœur qui vient d'être maman, que tu n'as pas construit, donnez forme à quelque chose concrètement, arrête de consommer un moment et produis quelque chose, donne forme, incarne, fais. Même si ce n'est qu'un tout petit premier pas, même si c'est quelque chose que tu juges médiocre, c'est le seul chemin qui peut mener au beau, et parfois, à force de l'arpenter, au sublime. Alors fais-en quelque chose. Bon, vous le savez si vous suivez un peu cette chaîne, je suis partisan de l'usage pour celui ou celle qui souhaite acquérir. Alors s'il vous plaît, prenez un moment après cette vidéo et demandez-vous quelles œuvres vous ont marqué le plus. Honnêtement, là, il n'y a que vous avec vous-même, vous n'aurez pas à démontrer quoi que ce soit à qui que ce soit à travers vos choix. Ensuite, demandez-vous pourquoi. Pourquoi cette œuvre? Pourquoi ces œuvres? Est-ce le sentiment d'accomplissement, de force, d'énergie, de découverte, d'exploration, de grandeur, de mélancolie, de difficulté, de tendresse, de rigueur, d'ordre, d'efficacité qui vous aura inspiré? Bref, n'importe quel cocktail de sentiments que vous aurez su identifier. Enfin, si ces sentiments sont si importants pour vous, et ils le sont si l'œuvre vous a marqué, cherchez à les côtoyer le plus souvent possible, à les reconnaître quand vous les croisez. Faites-en votre horizon en faisant en sorte de leur donner forme le plus possible, mais aussi en les incarnant vous-même auprès des autres. Je crois que c'est là un recul vraiment essentiel à avoir pour savoir où aller dans sa vie. Et mine de rien, on n'a pas 6 millions d'outils comme celui-là pour découvrir ça. Alors faites ça après la fin de cette vidéo. Même maintenant, mettez pause et faites-le. Et forgez votre outil avec. Et avec cet outil, renforcez votre cap. Bon, les arts sont aujourd'hui souvent aussi un bien de consommation, ce qui fait que beaucoup distinguent les objets plutôt artisanaux de l'art lui-même. Il y a certainement un continuum entre les deux difficile à démêler. Pour le coup, force est de constater que le jeu vidéo est aussi une industrie, où vendre est primordial. Ça peut contrebalancer le côté artistique de la chose, même si c'est un curseur qu'il faut interroger aussi pour les arts plus classiques. Un curseur qui fait que pour vendre au plus grand nombre, il faut fatalement cibler les seuls sentiments partagés par tous. Ce qui n'est pas toujours un encouragement à l'innovation, à la prise de risque, ou même à faire peau neuve aux mythos classiques les plus inspirants. Bref, pas toujours un encouragement à l'art, quoi. Cette précaution prise, je ne pense pas que cela invalide le fond du propos de cette vidéo. Alors résumons-le. Nous l'avons dit,
Les jeux vidéo qui nous ont marqués sont un miroir donné à nos yeux pour y percevoir notre essence profonde. Mais si on peut préférer un temps au monde, son reflet, dans un lac calme, où se dessinent parfois des images surnaturelles enivrantes, chercher à l'attraper comme s'il était réel, c'est risquer la noyade. Ne vous noyez pas, et cherchez activement à éprouver les sentiments principaux que vous ont inspiré vos aventures vidéoludiques préférées dans la vraie vie, celles qui se déploient au dehors. À l'époque des réseaux sociaux et même de celle où quelque chose de plus fort qu'eux encore émergera, cherchez à vous trouver dans l'art pour mieux trouver quoi chercher hors de lui. Plongez vos yeux dans ce miroir pour y voir l'âme qui vous habite, l'étincelle d'un feu qui ne demande qu'à étreindre le monde, et libérez-la. Qui sait, peut-être même est-ce là un chemin de traverse pour faire route vers quelque chose de beau. Et n'oubliez pas, on fait une chose comme on fait chaque chose. Cette vidéo est maintenant terminée, vous savez comment me le faire savoir si vous avez aimé, pouce en l'air, abonnement, partage, la cloche, tout ça. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, et elle soulève de nombreuses questions, sur l'art en général et sur le jeu vidéo plus spécifiquement, comme un art particulier ou pas. N'hésitez pas à en débattre en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère quant à moi que ce sera un point de départ intéressant pour vos réflexions à venir. Je n'espère pas à mieux ici. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt sur Dualité. Bon, pour vous la faire courte, pour moi, l'art c'est à la fois un super stimulus, une réalité qui résonne fortement avec nous et que l'être humain superpose à la première, et une méthode pouvant rendre intelligible la fusion inédite de concepts sensibles plus ou moins complexes. Je crois que ce sont là deux raisons qui font que cette aptitude a été sélectionnée chez l'être humain au cours de son histoire évolutive. Je te laisse donc deviner par toi-même dans quel team je suis vis-à-vis du jeu vidéo comme étant un art ou pas. Et j'attends vos paris en commentaire.